Mais bon. Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette journée que nous dédicassons aux muses de l'histoire. Alors, les muses de l'histoire, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, nous allons parler de trois personnages un petit peu différents. Vous avez, d'une part, nous allons commencer par Peggy Guggenheim, qui est au milieu de ma première photo. Ensuite, nous parlerons de Sonia Delaunay. Et enfin, nous terminerons par un hommage à Madame Germaine Tillon, qui a été une très grande dame du XXe siècle. Alors, j'ai commencé par cette photo d'un livre qui a été écrit par Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim, c'est un personnage, c'est une femme dont la vie a été marquée par beaucoup de difficultés, puisqu'elle a perdu son père alors qu'elle était toute petite, elle avait une douzaine d'années. Sa fille unique, elle avait un fils, mais sa fille va se suicider à l'âge de 41 ans. Une de ses sœurs va perdre deux de ses enfants dans un accident de voiture. Donc, si vous voulez, et puis surtout, elle perd son père dans la catastrophe du Titanic. Donc, si vous voulez, c'est une vie tragique, mais elle va savoir, comme on dirait en psychanalyse, sublimer cette vie. Et elle, d'abord, elle avait beaucoup d'argent, et si on regarde comment aurait dû se passer sa vie, elle aurait dû épouser, elle qui était déjà riche à millions de dollars, elle aurait dû épouser un milliardaire, juif et américain de préférence, puisque elle-même était juive et américaine. Et elle aurait dû avoir des enfants et, excusez-moi l'expression, se la couler douce. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'elle a vu sa vie. C'était une femme qui avait un caractère indépendant, qui avait envie de faire quelque chose de sa vie. Et elle, surtout, elle va, d'une certaine manière, passer son temps à courir après l'image du père dans une partie de sa vie. Et quand elle va quand elle va atteindre l'âge de la majorité, elle va prendre l'avion et elle va aller s'installer à Paris. Et son installation, alors là, vous voyez donc sur la photo de gauche, vous avez Peggy, à l'âge de 22 ans, quand elle s'installe à Paris, qu'elle découvre une vie intellectuelle extrêmement riche, et puis aussi une espèce de vie sociale dont les codes sont très éloignés de ceux qu'elle avait été habituée à négocier. Et puis vous avez sur la droite la photo du Titanic, le tristement célèbre Titanic, qui sera la cause de la mort de son père, ou dont le drame sera la cause de la mort du père de Peggy. Peggy se marie à l'âge de 23 ans avec un homme qui est c'est un artiste, il est écrivain, il est poète, il est artiste, peintre à ses heures. Et l'avantage, si vous voulez, de cet homme, c'est qu'il l'introduit dans une société qui va être la société qu'elle ne quittera plus, c'est-à-dire une société d'artistes absolument pas conventionnelle, mais qui crée l'art en marche. Et elle est complètement fascinée par ces artistes. Et surtout, elle qui avait reçu une éducation culturelle assez soignée, elle était plus faite pour avoir des goûts classiques. Et il va faire que, eh bien finalement, ça ne va pas du tout être le cas. Elle va s'intéresser à l'art en marche. Entre 1923 et 1938, globalement pendant une quinzaine d'années, Peggy se cherche. Elle va se marier, puis elle va avoir deux enfants, puis elle va divorcer, puis elle va se remarier avec un homme qui sera le grand amour de sa vie, qui était John Holmes,
qui était un écrivain lui aussi, un poète, mais qui malheureusement va mourir au cours d'une opération qui aurait dû être bénigne, et malheureusement, il ne se réveillera pas. Et cette femme va ressortir extrêmement meurtrie de cet épisode, et finalement, elle va se consoler quelque temps dans les bras d'un autre poète américain qui vivait à Paris, dont elle se séparera très vite. Et finalement, en 1938, on peut dire qu'il y a eu 15 années, qui ont eu des années qui sont des années de formation de cette femme. À la fois, elle sait qu'elle ne peut pas vivre sans compagnon, qu'on l'appelle mari, amant, comme vous voulez. De ce point de vue-là, elle était complètement libre de mœurs, à un point tel d'ailleurs, on l'a appelée croqueuse d'hommes ou mangeuse d'hommes. Mais en fait, c'est la réduire à cette relation qu'elle avait avec les hommes. Pour elle, les hommes, c'était un stimulant intellectuel aussi, un stimulant probablement de différentes formes de sa sensibilité, mais ceux qu'elle rencontrera et avec lesquels elle fera un bout de chemin sont toujours des hommes qui ont culturellement, intellectuellement, des choses à lui apporter. Toujours est-il que quand elle se sépare de Douglas Gassman, elle décide que elle a passé son temps un peu inutilement et tout ce qu'elle a appris, il faut qu'elle commence à en faire quelque chose. Elle va quitter Paris et elle va s'installer à Londres. Et là, vous avez une photo de cette époque-là. Et elle ouvre une première galerie. Et de façon tout à fait intéressante, elle le fait avec 3 conseillers qui sont Marcel Duchamp, Max Ernst et Jean Cocteau. Et ce sont ceux-là qui lui disent non, il vaut mieux aller t'installer à Londres parce qu'il y a dans la société londonienne des gens qui sont des personnages tout à fait attentifs à l'art en train de se faire. Vous avez une gentry qui est en dehors des mœurs convenues. Et donc, elle crée sa première galerie qu'elle appelle la Galerie de l'Art de notre siècle, et elle expose les premiers artistes qui lui ont parlé, Max Ernst, Yves Tanguy, Magritte, qui seront des artistes qu'elle conservera toute sa vie. Et de fait d'ouvrir une boutique, ça lui donne une galerie, ça lui donne une visibilité et surtout, ça la place comme une femme qui a non seulement une très grande liberté d'activité, mais aussi une très grande liberté dans ses choix culturels et dans ce qu'elle peut choisir pour exposer. Alors vous avez ici, on a gardé assez peu de souvenirs de la première galerie que Peggy a ouvert. Mais en revanche, il y a quelque chose dont on a là le témoignage, ce sont ses œuvres. À la première ouverture de la galerie, Peggy comprend que son rôle est un rôle tout à fait important. C'est pas seulement celle qui va faire connaître des gens, mais c'est aussi quelqu'un qui va écouter. Et la sensibilité et la vie qu'elle a menée jusque-là ne peut que la mettre à l'écoute de ces artistes. Et donc, elle s'aperçoit très vite que si elle n'a pas besoin de travailler pour vivre, elle a suffisamment d'argent, elle a hérité de son père une somme absolument colossale. Si on prend en dollars de l'époque, c'était 2,5 millions de dollars de l'époque, ce qui correspondrait à 30 millions de dollars aujourd'hui environ. Donc globalement, elle n'avait pas besoin, c'était une galerie qui n'avait pas besoin de vendre pour vivre. Et ça, ce sera toujours le grand avantage de Peggy Guggenheim, c'est ça explique aussi ses choix, elle n'a jamais eu besoin de vendre pour vivre.
Par contre, elle sait bien que tout le monde, pour les artistes qu'elle expose, c'est pas du tout la même chose. Donc très vite, elle va instituer quelque chose. À chaque fois que prend fin une exposition d'artistes, une exposition monographique, elle va acheter une œuvre à l'artiste qu'elle a exposée. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que c'est comme ça qu'elle va constituer sa collection. Et c'est ce que vous voyez ici. Alors, vous avez sur la photo de gauche, vous voyez dans le mur, sur le mur entre les deux portes, vous avez un tableau de Magritte. Et puis, en avant, vous avez un mobile de Calder. Tandis que ce que vous avez sur le côté droit, vous avez au milieu une construction, et ça c'est le constructivisme de Pevsner, qui est un artiste russe, et puis vous avez à l'arrière un autre artiste à gauche qui s'appelle Theo van Doesburg, et à droite une abstraction de Kandinsky. Et donc, vous avez absolument toutes les intentions de Peggy. Son idée, c'est nous sommes en train de vivre des années où l'art va très vite, où les propositions se succèdent, se superposent, et elle veut arriver à exposer le maximum d'artistes. Et c'est exactement ce qu'elle va faire. Au cours de sa première vie de galeriste anglaise, elle va rencontrer quelqu'un avec lequel elle va vivre pendant quelque temps. Et vous l'avez sur la photo de gauche, c'est Max Ernst. Max Ernst, à la fois conseiller artistique, mais aussi ami, conseiller intellectuel. Et bien évidemment, elle va exposer Max Ernst. Elle va vivre à peu près 2 ans avec lui, entre 1936 et 1938. Et puis, d'un commun accord, ils vont se séparer, pensant qu'ils ne sont pas tout à fait... s'ils peuvent rester bons amis, c'est mieux que de s'envoyer les toiles de peinture à la figure. Et elle va aussi, et donc c'est comme ça qu'on va la voir exposer des constructivistes, des artistes abstraits, des artistes surréalistes. Elle expose aussi des artistes dadaïstes, juste au début de l'existence de sa galerie. En fait, elle fait véritablement des expositions de façon à ce que toutes les formes d'art soient inscrites dans son parcours. Alors, ce que l'on peut quand même considérer, c'est qu'elle a... Mais là, vraisemblablement, Marcel Duchamp et Max Ernst ne sont pas tout à fait innocents dans les choix de Peggy. C'est une femme qui va beaucoup regarder du côté de l'abstraction. Je vous ai mis ici une photo où nous voyons au rang d'en haut Peggy parmi tous les artistes qu'elle expose, et nous voyons qu'elle a, alors elle a non seulement des artistes qu'elle expose, mais elle a aussi, et là vous l'avez en bas à droite, un monsieur qui s'appelle Seligman. Et Seligman, c'était un de ses oncles qui était aussi, lui, un mécène, et il va d'ailleurs devenir philanthrope. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup l'art, et qui est en fait le banquier de la famille Guggenheim, et qui aide à ce que les choix ne soient pas non plus des choix trop onéreux. Et donc, vous voyez sur cette photo, vous retrouvez Marcel Duchamp, vous trouvez aux enfants, qui était le beau-frère de Corbusier, vous voyez Max Ernst, vous voyez Mondrian, qui sont pour les plus célèbres d'entre eux, et qui nous disent bien pourquoi Peggy a très vite regardé vers l'abstraction, à une époque où ce n'était pas aussi évident que cela. Et puis, malheureusement, arrive la Deuxième Guerre mondiale, et elle va tout faire pour rentrer aux États-Unis. Elle comprend très vite que à la fois son activité de galeriste
mais aussi sa personne en tant qu'américaine juive est inquiétée, en conséquence de quoi elle va au Louvre et elle demande que ces tableaux soient abrités dans les sous-sols du Louvre. Les conservateurs du Louvre à l'époque avaient d'autres soucis, j'ai envie de dire d'autres chats à fouetter. Ils refusent en disant que cette œuvre, les œuvres qu'elle possède ne méritent pas d'être conservées ni sauvegardées. Donc à ce moment-là, elle va s'arranger avec des amis et elle va mettre dans des containers ces tableaux en disant que finalement, ce sont des objets de décoration d'ameublement et les toiles vont passer l'Atlantique. En rentrant, excusez-moi, en rentrant après la Seconde Guerre mondiale, elle rentre en Europe et elle va aller s'installer à Venise. Elle achète le palais des Lions, celui dont vous voyez la façade, et qui très vite va devenir autant un lieu de vie qu'un lieu d'exposition. Et nous voyons ici Peggy dans son salon avec les artistes qu'elle aime, qu'elle a exposés, et puis aussi avec un ameublement tout à fait épuré pour que l'ameublement ne mange pas les toiles qui sont au mur. Elle a opté pour des cimaises complètement blanches, et c'est tout à fait ce qui surprend parce que la Venise dans laquelle elle s'installe est plutôt une Venise 18e siècle, mais finalement, elle introduit à Venise la modernité. Elle l'introduit d'ailleurs tellement qu'en 1968, lorsqu'il y aura la première biennale à Venise, biennale d'art contemporain, elle sera... non, pardon, en 1948, je me disais, il y a un problème. En 1948, lorsqu'il y aura la première biennale d'art contemporain à Venise, elle aura son propre pavillon à l'intérieur duquel elle va exposer tous les artistes qui sont les siens depuis une dizaine d'années. Et c'est véritablement une dame qui est reconnue pour sa clairvoyance, pour sa générosité, pour son intérêt pour l'art en marche. Et vous la voyez d'ailleurs ici en train d'installer à gauche un mobile de Calder dans ce pavillon de la Biennale de Venise. Et puis elle vous montre une autre toile qu'elle vient d'acheter, qui était une toile d'un artiste qui n'était pas encore en vogue, mais qui allait le devenir. Et c'était aux enfants. Aux enfants a eu beaucoup de mal à percer. Et elle va collectionner Picasso, Calder. Vous la voyez au milieu, sur la photo du milieu. Elle a derrière une extraordinaire sculpture. Ça fait comme une espèce de dentelle. C'est en fait la tête de lit que Calder a fait pour elle, et il l'a fait en argent massif. Et c'est tout à fait extraordinaire ce goût que Calder avait pour créer des objets qui allaient s'intégrer soit dans des espaces de jardin, soit là dans un espace fermé qui est une maison. Et Peggy n'hésitera absolument jamais à lui donner tous les fonds pour le soutenir, pour qu'il arrive à créer les motifs qu'il avait dans son imagination. Et puis vous voyez, alors, après-guerre, Peggy, c'est quelqu'un qui va un peu changer d'allure, où elle va avoir l'allure austère de cette femme que l'on voit dans la photo du milieu, où vous allez la voir un peu plus fantaisiste et finalement assez vénitienne, dans cette cape en mousseline avec ses cheveux complètement teints en blanc. Mais c'était une tenue qui convenait tout à fait avec ce tableau de Picasso qu'elle avait décidé d'installer dans une des pièces de sa maison. Et puis, parmi les artistes, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant chez Peggy, vous avez tous les expressionnistes américains. Lorsqu'elle va revenir en Europe, c'est elle qui va les faire connaître, et probablement qu'on aurait mis beaucoup moins de temps à les connaître si Peggy Guggenheim n'avait pas eu l'idée de me faire une espèce de pont entre les États-Unis, entre
les écoles américaines qui ont surgi après la Seconde Guerre mondiale et qui vont avoir une voie un petit peu lente en Europe, mais grâce à Peggy, pas aussi lente qu'elle aurait pu l'être. Alors, vous avez ici une photo de Peggy presque à la fin de sa vie, où on la voit avec d'autres artistes, où on la voit en particulier avec entre deux œuvres de Picasso, des Picasso de tout à fait la dernière période. Et on voit aussi qu'elle a suivi, par cela, on voit qu'elle a suivi ces artistes tout au long de leur vie et qu'elle les a finalement aussi complètement laissés évoluer tels qu'ils avaient envie de le faire, quels que soient les changements de route qui étaient les leurs. Et puis vous avez sur la photo de gauche une plaque parce que Peggy Guggenheim a été enterrée dans son jardin. Elle est morte en 1979. Et avant de mourir, elle a pris une décision parce que pendant toute sa vie, elle a mené sa création artistique de façon complètement autonome avec les fonds qui étaient les siens, sans vouloir, on va dire, interférer avec cette autre fondation qui avait été créée par son oncle Solomon. Et comme elle sait qu'il faut qu'elle rejoigne d'une certaine manière le développement familial de mécènes et de philanthropes, elle décide que la fondation Peggy Guggenheim sera fondue avec la fondation Solomon Guggenheim. Et vous avez donc ici une photo à de gauche qui vous montre la fondation vénitienne de Peggy Guggenheim. Vous avez à droite la fondation Guggenheim de New York avec ce magnifique bâtiment de Frank Lloyd Wright qui a été créé par son oncle. Et vous avez enfin le magnifique bâtiment créé par Frank Gehry pour la fondation Guggenheim qui rassemble les œuvres collectionnées par l'un et par l'autre. Et ces trois fondations tournent, si vous voulez, entre elles pour que, au gré des expositions temporaires, les œuvres conservées dans l'une et dans l'autre puissent se rejoindre et puissent se compléter. Et on va dire que nous avons là, dans la fin et dans l'organisation de cette succession de la part de la grande collectionneuse et de la grande galeriste, une espèce de vision à long terme de ce que fut son travail de son vivant, à savoir qu'elle ne voulait pas que ça se perde j'ai envie de dire, dans les flots vénitiens, mais que cela continue à exister, que cela continue à prospérer et que les artistes en lesquels elle avait cru et cette activité pour laquelle elle avait donné le meilleur d'elle-même et de son intelligence et de sa sensibilité puissent continuer à exercer au-delà du temps son activité de rayonnement et de rayonnement artistique. Et d'ailleurs en accord avec son fils et aussi en accord avec ses oncles, avec ses neveux, tout cela a été organisé de façon harmonieuse et jamais les termes de ce qu'elle avait décidé avant de mourir n'ont été contestés jusqu'à aujourd'hui. Et là aussi, on peut rendre hommage à cette grande dame parce qu'elle a été véritablement une initiatrice et une mécène qui ne s'est jamais démentie dans ce qu'elle voulait apporter à l'art. Alors, nous allons, et si vous allez à Venise, si vous allez à New York ou à Bilbao, vous aurez l'occasion de rencontrer des œuvres qui furent achetées par Peggy. Alors, nous allons laisser Peggy momentanément et nous allons changer de muse, de celle que j'ai appelée les muses de l'histoire, et nous allons garder du côté d'une grande artiste. Alors, cette artiste s'appelle Sonia Delaunay. Elle est née
Je ne l'ai pas fait exprès quand j'ai choisi le personnage de Sonia Delaunay, mais c'est une façon aussi de rendre hommage à une population qui souffre en ce moment. Sonia Delaunay était née en Ukraine et elle a été adoptée très jeune, alors qu'elle avait 5 ans. Elle a été adoptée par un de ses oncles qui était pétersbourgeois. Et en fait, si Sonia se disait d'abord comme russe, pour autant, elle n'a jamais oublié ses racines ukrainiennes, d'abord parce que sa famille a toujours gardé les terres qu'elle avait en Ukraine, et parce qu'ensuite, sa nourrice, qui va rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle vienne en France alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années, ne cessera de vivre à ses côtés en lui parlant ukrainien, en vivant comme elle vivait dans son Ukraine natale, avec le goût des couleurs, etc. Et donc vous avez ici, sur la gauche, une dame qui s'appelle Philomène et qui était la fameuse nounou de nourrice de Sonia. Et puis vous avez Sonia Delaunay à 20 ans, peu de temps avant qu'elle arrive à Paris. Alors, avant de passer à Paris, elle va d'abord aller à Karlsruhe, où elle va faire l'Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe, et elle va, à cette occasion, faire une rencontre avec l'expressionnisme allemand. Et l'expressionnisme allemand pouvait aller assez bien avec Sonia, parce que c'était une forme d'art extrêmement colorée, avec une couleur très évidemment expressive, mais surtout très subjective. Et ce sont d'abord ces gens-là qu'elle va rencontrer quand elle va aller à Karlsruhe. Elle fait des études très appliquées. C'était une femme appliquée, très attentive, et puis aussi d'une certaine manière très combative, très tenace, Sonia Delaunay, qui s'appelait d'abord Sonia Terk. Et en 1905, elle arrive à Paris avec l'autorisation de son oncle. Et lors de cette décision d'aller à Paris, ce sont ses amis allemands qui l'ont dit, mais aujourd'hui, si on veut aller quelque part, il faut d'abord aller à Paris, parce que c'est là où l'art en route, en marche, se fait. Et Sonia va obtenir l'autorisation de son oncle, mais son oncle va lui dire, bon, oui, tu vas y aller avec ta nounou. Alors, elle râle un peu parce qu'elle trouve que c'est pas vraiment une chose agréable que d'être chapeautée par une vieille nounou, gna comme on disait en russe. Et puis, finalement, c'est l'histoire qui va décider pour elle, parce que sa nounou va se dire que vraiment, la vie de bâton de chaise parisienne, c'est vraiment pas son affaire, et elle rentre en Ukraine. Et elle pense que, enfin, Sonia est suffisamment grande pour vivre sa vie toute seule. Et Sonia va commencer par aller prendre des cours dans une académie qui s'appelle l'Académie de la Palette, qui est du côté de Montparnasse. Et puis, Sonia, surtout, va rencontrer un homme qui est un critique d'art. Et ce critique d'art s'appelle Willem Oude. Willem Oude va l'introduire dans les milieux artistiques. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que Sonia, c'était véritablement ce qu'on pourrait appeler une jeune fille de bonne famille, elle n'avait pas du tout le même caractère que Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim, c'était une indépendante, une rebelle, quelqu'un qui avait envie de faire les choses comme elle décidait de le faire, et il ne fallait pas se mettre sur sa route. Sonia, c'est pas du tout ça. C'est une femme qui est plus pondérée. C'est une femme qui est extrêmement bien élevée aussi. Et certes, elle va elle va prendre langue avec la communauté russe, qui est importante en ce début du XXe siècle, mais c'est pas celle qui l'intéresse. À l'Académie de la Palette et surtout à Montparnasse, elle va rencontrer des gens qui vont bientôt s'appeler les Fauves,
et surtout ceux qui vont bientôt s'appeler les artistes de la section d'or, les frères Duchamp-Villon. Elle va rencontrer Matisse, elle va rencontrer Derain, Vlaminck, et vous pouvez remarquer que je ne cite que des hommes. Il y avait pourtant quelques femmes, en particulier il y avait Marie Laurencin, mais elle trouvait que Marie Laurencin était un peu mijaurée, et excusez-moi l'expression, c'est celle de Sonia. Hein. J'ai eu le grand honneur de connaître Sonia Delaunay lors des dernières années de sa vie, parce qu'elle était une grande amie de mon directeur de thèse, et il nous l'avait fait rencontrer à nous, ses étudiants, donc c'était vraiment un grand honneur, et elle nous racontait sa vie de jeune femme arrivant à Paris, qui était assez drôle, parce qu'elle disait en fait, très vite, mon oncle me disait qu'il fallait que je revienne, et moi je me rendais compte que j'apprenais lentement, et qu'il fallait il fallait pas que je rentre, sûrement pas. Alors, la première année, je lui dis non, non, tout va bien, mais j'apprends pas vite, il y a beaucoup de choses qui se passent. 1905, 1906, 1907, l'oncle lui dit si tu continues, je vais te couper les vivres. Alors, c'est quand même un peu embêtant. Alors, elle se mettait à faire elle a commencé à faire des petits coussins qu'elle vendait à ses amis russes qui aiment beaucoup le confort un peu cocooning. Et comme ça, elle s'était dit, bon, si vraiment on me coupe les vivres, j'aurais déjà fait ma clientèle. C'est là où on voit qu'elle était très pondérée, très tenace. Et puis, finalement, en 1908, alors que là, elle avait eu un ultimatum de la part de son oncle, Willem Oude va lui dire, j'ai une solution pour vous. Et ils se sont toujours, vous voyez, j'ai une solution pour vous, c'est très simple. Je vais vous proposer de m'épouser. Et alors, Sonia, et c'est elle qui nous a raconté ça un jour qu'on était venu dans son atelier, elle dit j'étais extrêmement surprise parce que je savais très bien que les préférences de Willem n'allaient pas du tout vers les femmes. Et Willem m'a répondu, mais justement, épousez-moi et vous ne craignez rien. Vous ne craignez rien du tout et vous pourrez mener la vie d'artiste que vous voulez. Alors finalement, il se marie, sauf que à peine était-il marié depuis 6 mois que Sonia va rencontrer l'homme de sa vie. Et c'est pour ça que je vous mets la rencontre avec un grand R. Elle rencontre Robert Delaunay. Et Robert Delaunay, c'était l'exact inverse de Sonia d'un point de vue du caractère. C'était quelqu'un qui était complètement extraverti, il parlait fort, il riait fort, il était sans arrêt en train de confronter ses idées sans les protéger. Enfin, c'était vraiment un personnage haut en couleur. Alors que Sonia, c'était plutôt quelqu'un qui observait avant de parler. Et c'est pas que la langue la gênait, parce qu'elle était polyglotte et qu'elle parlait le français parfaitement, avec un petit accent russe, mais elle le parlait parfaitement. Toujours est-il que en 1900, donc elle s'est mariée avec Willem Oude en 1907. Elle divorce de Willem en 1908 et à la fin 1908, elle épouse Robert Delaunay. Et va commencer une vie assez extraordinaire où, d'ailleurs, Marcel Duchamp avait dit « Les Delaunay pensent peinture, mangent peinture, dorment peinture et reçoivent peinture ». Pour vous donner un peu une idée. Et en fait, c'était à la fois deux sensibilités artistiques qui se retrouvaient, mais deux personnalités qui vivaient complètement leur passion pour l'art, 24 heures sur 24, sauf que c'était quand même des caractères très différents. Alors, chez les Delaunay, tout est prétexte à faire de la peinture. Et vous avez sur la gauche un objet dont vous pouvez remarquer qu'il est un petit peu fripé, parce qu'en fait, en 1909 va naître des amours de Robert et Sonia, un garçon, Charles Delaunay, qui va être connu d'ailleurs plus tard, et Sonia admirait beaucoup leur fils. C'était non pas un peintre, mais c'était un artiste, c'était un musicien, et c'est quelqu'un qui va passer sa vie à s'occuper des musiciens de jazz. C'est lui, par exemple, qui va organiser le premier déplacement des orchestres
des orchestres de jazz, vous savez, les gros big bands américains, celui de Count Basie, celui de Duke Ellington, et c'est lui qui va importer le jazz orchestral en France et qui va complètement émerveiller les joueurs américains parce qu'il est français et il n'est pas du tout perturbé parce qu'il a un orchestre noir en face de lui, alors que la ségrégation au début du siècle, c'était quand même quelque chose d'assez, enfin dans les années 20, c'était quelque chose d'assez rude. Et Sonia racontait ça, elle disait qu'elle a beaucoup admiré son fils pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'il a fait pour la musique de jazz. Donc quand revenons à Sonia, quand son fils est né, eh bien, elle a fait ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire qu'elle lui a créé une couverture, elle lui faisait des vêtements, enfin, c'était tout à fait naturel pour elle. Et sauf que va arriver en 1917 un grave problème pour la maison de Launay, et ce problème s'appelle la révolution bolchevique. Jusque-là, depuis presque 10 ans, en tous les cas depuis 9 ans, les Delaunay vivaient grâce aux fonds que la famille de Sonia envoyait au jeune couple. Et jamais ils s'étaient posé la question de savoir comment on faisait pour vivre, s'il fallait vendre. La dot, si je puis dire, la pension de Sonia pourvoyait à l'incurie économique du couple. Mais quand même, ce n'était pas une incurie totale. Sonia voyait quand même qu'il dépensait un peu plus que ce qu'elle ne recevait de pension. Tant et si bien qu'elle va comprendre, et c'est ce que vous voyez sur la photo de droite, elle va comprendre qu'il lui faut trouver des moyens de vivre parce que, clairement, si vous me permettez l'expression, Robert, c'était un panier percé. Normalement, la mère de Robert aurait dû fournir une pension au fils. Elle n'a jamais fourni d'argent. Donc, qu'est-ce que va faire Sonia ? Elle va créer des objets de décoration intérieure. Elle va travailler pour le théâtre. Elle va travailler pour les céramistes, les porcelainiers français, entre autres pour donc tous ces porcelainiers de Limoges qui sont intéressés par la nouvelle l'art contemporain et une nouvelle façon de décorer, et c'est ce que vous voyez sur la photo de gauche. Et un des grands commanditaires de Sonia, ce sera Haviland, mais ce sera aussi le théâtre, parce qu'elle va créer des décors pour le théâtre. Et quand Diaghilev va venir en France, elle va faire des magnifiques costumes, et c'est ce que vous pouvez voir ici pour les ballets russes. Alors, elle va aussi travailler avec des artistes. Il faut se mettre un petit peu dans cette idée. Les Delaunay, c'était un couple qui vivait, si vous voulez, table ouverte. C'était assez extraordinaire parce que tout l'art en marche, et avec un artiste qu'ils n'ont jamais voulu recevoir. Cet artiste, c'était Picasso. Parce qu'ils avaient pu s'apercevoir que Picasso avait une intelligence absolument remarquable, mais justement, cette intelligence et la pertinence de Picasso faisait qu'il comprenait avant les autres ce que certains avaient pu créer sans s'apercevoir de la nouveauté, de l'intérêt et ce que ceci allait devoir faire pour développer une idée comme ça qui avait fusé sans que véritablement ils comprennent ce que cela signifiait. Donc, jamais Picasso n'a été reçu chez les Delaunay. Et l'idée a été têtue, et Sonia, tout au long de sa vie, n'a jamais voulu avoir de contact avec Picasso.
Et ça, ça a été vraiment, je veux dire une décision à long terme, et ce jusqu'en 1979, toujours dans les visites que grâce à mon professeur Bernard Dorival, nous avons rendues à Sonia Delaunay. Jamais, au grand jamais, je n'aurais ouvert mon, euh, mon atelier à Picasso. Et elle reconnaissait par ailleurs tout à fait le bien fondé de l'art, de ce qu'il avait apporté, etc. Donc, parce que beaucoup d'artistes passent dans l'atelier et dans l'appartement des Delaunay, tout le monde comprend l'extraordinaire sens de la couleur et de la forme qui est celui de Sonia. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut tout à fait reconnaître dans ces années qui sont, on va dire, les années 1900, entre 1910 et 1920. Les artistes femmes sont rares. Vous avez vu tout à l'heure la photo avec Peggy, il n'y a que des hommes. Hein. Et reconnaître ce que les femmes peuvent apporter à l'art, c'est quelque chose de un peu difficile pour le monde de l'art. Mais d'un autre côté, tous ceux qui passent dans l'appartement atelier des Delaunay se rendent compte que Sonia est une créatrice exceptionnelle et que surtout, elle a un sens de la couleur extraordinaire. Et René Char est en train d'écrire un poème. Alors, je vous engage à le lire, mais en fait, à le lire surtout dans une version avec son illustration. Parce que il suffit de lire le poème pour se dire jamais il a pris le temps sibérien. C'est juste pas possible. Il n'a jamais vu un paysage russe de sa vie. Sauf que la Russie, ça parlait à Sonia, parce qu'elle était d'origine russe. Et la fibre russe chez elle a toujours fonctionné. Et d'ailleurs, elle parlait en russe à Charles Delaunay, son fils. Et donc, quand elle va lire la prose de René Char, elle va lui dire, eh bien, écoutez, si vous voulez, moi, je fais l'illustration de votre poème. Et le poème n'en finissait pas, il n'en finissait pas. Et finalement, elle va concevoir une espèce de livre en accordéon, et dont il existait 2 exemplaires, un dans la collection René Char et l'autre, c'était la collection Delaunay. Et quand Sonia a commencé à faire des dons au Musée national d'art moderne, elle a fait don de cette décoration du poème du Transsibérien. Et vous voyez donc ici ce que cela a signifié. C'est-à-dire quasiment, quand on regarde ce morceau, il y a la prose prend bientôt moins de place que sa décoration. Et puis, malheureusement, la guerre va arriver. Et beaucoup de peintres et de sculpteurs partent. Certains vont disparaître dans la tourmente, vont être amoindris par cette tourmente, vont être durablement touchés. Mais alors que Robert aurait voulu suivre ses amis parce qu'il a des difficultés respiratoires qui occasionnent des difficultés de déplacement, il est réformé. Et bon, à la fois, ça a été pour lui quelque chose d'extrêmement difficile que cette réforme, mais par ailleurs, Sonia, comprenant que les années à venir allaient être compliquées, accepte l'invitation de certains amis à eux d'aller dans le sud. Et finalement, ils vont d'abord aller en Espagne et puis ils vont s'installer au Portugal. Et sauf que là, les vivres russes n'arrivent plus et les vivres françaises, la pension française, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, n'est jamais arrivée. Donc il a bien fallu s'en passer. Et finalement, qu'est-ce que va faire Sonia? Eh bien, elle va faire ce qu'elle a toujours su faire, c'est-à-dire créer. Et vous avez ici un tableau
qui est signé Robert Delaunay et qui en fait traduit ce que Sonia a fait pendant la guerre, c'est-à-dire qu'elle va créer des vêtements. Au départ, elle le faisait un peu pour elle et pour mettre en mouvement ses conceptions picturales, mais là, comme il n'y a plus d'argent, il faut trouver des solutions. Eh bien, elle va créer une boutique de mode et elle va avoir de nombreuses commanditrices. Et c'est ce que nous voyons ici. Et nous voyons que d'abord, le meilleur mannequin de son art, c'est elle-même. Vous pouvez remarquer elle aimait beaucoup les formes fourreaux parce que ça lui permettait, si vous voulez, d'avoir au départ des morceaux un peu comme des toiles sur lesquels elle peignait directement et elle allait créer des vêtements. Je me permets à ce moment-là de vous, j'ouvre une parenthèse, de vous signaler une exposition qu'il y a en ce moment au musée du Luxembourg à Paris, où vous avez certains vêtements de Sonia qui sont exposés. Et donc, ce sont des vêtements de forme extrêmement moderne, comme je vous dis, des formes fourreaux, avec des très grandes manches kimono, qui du coup lui permettent de créer ces magnifiques mouvements et ces magnifiques transcriptions de ce qu'elle faisait sur ces tableaux. Eh bien, finalement, elle le fait sur des tissus. Et sa boutique, elle va finalement ouvrir une boutique qui va marcher extrêmement bien. Et puis, on va lui demander de faire des tissus pour mettre au mur, pour faire des paravents. Et elle expliquait d'ailleurs qu'elle a extrêmement bien gagné sa vie avec les boutiques de mode qu'elle a utilisées, qu'elle a créées, aussi bien d'abord en Espagne, puis ensuite à Lisbonne, où elle a eu des commanditrices et des commanditeurs qui lui ont été extrêmement fidèles. Alors, ça lui a valu aussi d'être beaucoup moins inquiète de ce que les fonds n'arrivaient plus et n'arriveraient plus. C'est-à-dire qu'elle a, tout d'un coup, elle s'est dit, il faut que je gagne ma vie, il faut que je gagne la vie de ma famille, eh bien, je vais utiliser ce que je sais faire. Et comme pour elle, tout était art, aussi bien les vêtements, et faire un vêtement sur un corps de femme, ou comme vous le voyez sur la photo de droite, ou sur le capot la carrosserie d'une voiture, ou sur la surface d'une assiette, pour elle, c'est exactement la même chose. Ça ne signifie pas, les arts décoratifs, pour elle, ne sont pas moindres que la peinture totale ou en tant que telle, la peinture sur panneau, pour être simplificatrice. Elle a fait de la peinture sur panneau, sauf que n'ayant plus les moyens de vivre sans travailler, eh bien, elle va changer et pour elle, faire des vêtements, décorer des voitures, décorer des assiettes, créer toutes sortes d'objets qui vont lui apporter de quoi, excusez l'expression triviale, faire bouillir la marmite, eh bien tout ça pour elle est tout à fait, c'est une respiration. Et c'est ce qui, chez elle, était extraordinaire, parce qu'elle est restée comme ça jusqu'à la fin de sa vie. La façon de s'habiller, la façon de concevoir son intérieur, faire de la décoration d'intérieur, pour elle, n'était pas du tout, excusez-moi l'expression, déshonorant. C'était au contraire une autre façon d'exprimer et surtout sur un autre volume. Et on peut comprendre qu'elle a eu du coup beaucoup de succès. Et vous avez ici, entre autres, une voiture qu'elle avait fait pour la maison Matra. Et vous en avez aujourd'hui deux. Il y en a une qui a été léguée aux héritiers. Et puis, vous en avez une qui était dans le musée Matra,
Et elle a été décorée uniquement sur les idées de Sonia Delaunay. C'était cette femme, on peut dire qu'elle respirait l'art. C'était une femme assez exceptionnelle parce que elle a vécu la grande tragédie de perdre prématurément Robert, qui est mort en 1944 d'un cancer généralisé dans des conditions extrêmement difficiles, et on ne soulageait pas, on ne savait pas accompagner. En plus, nous étions encore dans une période difficile. Et on peut dire que Robert, ça a été l'homme de la vie de Sonia. Ils se sont trouvés, c'était des gens qui respiraient l'art du matin jusqu'au soir, et du soir jusqu'au matin. Et qu'elle ait eu besoin de pratiquer ce qu'on appellerait aujourd'hui les arts déco ou les arts appliqués était quelque chose qui pour elle était complètement naturel, parce que c'était aussi dans sa nature russe et ukrainienne, parce que sa gnagna avait toujours lui avait créé des vêtements, lui avait créé des écharpes, créé des foulards, des manteaux, des chapeaux. Et donc elle faisait ça aussi. Et c'était son investissement d'un art qu'on appelle la peinture dans les arts vivants, qui s'appellent les assiettes, les cartes à jouer, les affiches. C'était véritablement une femme assez hors du commun. Et quand elle va créer le Salon des réalités nouvelles au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle le fait d'abord pour faire reconnaître l'importance de l'abstraction dans l'art français, et aussi pour faire reconnaître la place que l'art pouvait avoir dans la vie quotidienne. Et que pour elle, en fait, l'art touche toutes les formes de vie. Et c'est assez touchant, parce que cela signifie que l'art n'est pas réservé à une poignée de gens avertis, mais est ouvert au plus grand nombre. Et sans ne jamais oublier que si cela pouvait permettre de faire comprendre l'implication de Robert dans la force de l'art abstrait, ce serait quand même encore mieux. Alors là, je vous ai mis des objets donc, qui faisaient paraître, alors si vous voyez la robe de gauche, la photo de gauche, ou le manteau à droite, Sonia sortait dans la rue habillée comme ça. Et Robert avec des costumes dans les mêmes types de tissus. Et je me souviens que lorsque notre professeur nous avait parlé de l'art de Robert et de Sonia, et surtout l'art textile de Sonia, il avait dit, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils étaient habillés, pour le moins qu'on puisse dire, de façon originale. Et Sonia avait répondu, non, on n'a pas été habillés de façon originale, on a été habillés tel que nous le sentions et tel que nous le vivions. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Alors, Sonia a touché tous les arts. Elle a habillé les femmes, elle a habillé les intérieurs, elle a habillé les artistes, elle a été costumière, elle a fait des affiches, elle a décoré des voitures de course, elle a créé de la vaisselle. Donc, si vous voulez, et elle a fait tout ça dans un monde où les femmes étaient très peu reconnues, et où pourtant elles avaient déjà une place, et toute cette inspiration qu'elle pouvait avoir, et je vois l'une d'entre vous disait elle n'avait pas de cadre. Oui, c'est vrai, il y avait pas de frontières, tout était complètement, toutes les strates de la vie quotidienne ou artistique étaient complètement perméables les unes avec les autres. Et ça a été véritablement pour ça qu'elle a transfiguré l'art, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle a eu en dédicace un lycée d'art appliqué
qui lui a été dédiée. Alors, lorsqu'on lui a demandé d'être la marraine de ce lycée d'art appliqué de Montbéliard, elle a été extrêmement émue. Et évidemment, vous pouvez imaginer, et lorsqu'elle nous en a parlé, parce que c'était en plus un lycée où il y avait principalement des filles, et évidemment, elle qui a été une femme extrêmement engagée dans, Alors, elle était très intéressante parce qu'elle disait toujours, ce qu'il faut reconnaître, c'est la complémentarité entre les hommes et les femmes. On est capable de faire de très grandes choses quand on s'associe. Elle dit, moi, je n'aurais jamais réussi à être ce que je suis si je n'avais pas rencontré Robert. Mais par ailleurs, parce que j'étais aux côtés de Robert, il a pu mener son œuvre, et son œuvre a été reconnue parce que, bien au-delà de sa vie charnelle, j'ai continué à le faire reconnaître par tout ce qu'il avait pu apporter. Et c'était véritablement pour ça que c'est une grande dame, parce que elle fait beaucoup, elle a beaucoup fait réfléchir et avancer, non seulement sur la place des femmes en art, mais tout simplement sur la place du droit des femmes dans la société. Alors maintenant, la dernière des femmes que nous allons rencontrer aujourd'hui, peut-être celle qui... ce n'est pas la plus... Alors, ce n'est pas une artiste ou une femme qui a appartenu au monde de l'art comme Peggy ou comme Sonia, mais ça a été une très grande dame, et j'ai presque envie de dire que sa vie a été une œuvre d'art. Alors, cette femme, c'est Germaine Tillon. Germaine Tillon, ethnologue, mais aussi très grande femme de la résistance. Alors, c'était très drôle parce que quand elle a parlé d'elle, au moment où... alors, elle a beaucoup parlé elle a beaucoup fait de témoignages, on a fait beaucoup d'émissions sur elle, et elle a été un personnage tout à fait important parce que impliquée au moment de la résistance dans la Seconde Guerre mondiale. Elle était assez intéressante parce qu'elle disait toujours, moi, au début, la seule chose qui m'intéressait dans ma vie, c'est de ne faire que des choses qui me plaisaient. Et elle avait un père qui était magistrat, c'était un homme assez carré, on va dire, et il avait une fille qui était assez fantaisiste, mais en l'intelligence de laquelle il croyait. Et donc, eh bien, Germaine Tillon va faire l'école du Louvre parce qu'elle aimait beaucoup l'art, parce qu'elle aimait l'esprit d'ouverture que peut amener l'art, mais ça ne lui suffisait pas. Elle va aussi aller prendre des cours aux langues orientales, où elle va apprendre l'arabe, et puis, mais l'arabe littéraire, syro-libanais. Et puis, elle va aussi aller à l'Institut d'ethnologie, où elle va rencontrer Marcel Mauss, et là, elle va rencontrer la passion de sa vie, c'est-à-dire l'étude des sociétés et des hommes. Et en fait, c'est véritablement une naissance, c'est la naissance d'un grand personnage. Malheureusement pour elle, alors qu'elle n'a pas encore terminé sa thèse, parce qu'elle s'engage dans une thèse de doctorat avec Marcel Mauss comme directeur de thèse, mais nous sommes en 1940, et là, pour elle, il n'est plus temps de faire des études, et elle décide, alors qu'elle avait déjà commencé, elle était allée dans les Aurès, elle était allée vivre avec les tribus berbères, semi-nomades, elle avait véritablement commencé à travailler sur le terrain. Et au moins cette vie dans les Aurès lui aura appris
ce que c'est que la vie collective, et puis la vie qui quelquefois consiste à devoir vivre de ce que l'on trouve et non pas de ce que l'on peut acheter ou recevoir. Donc, elle va rentrer. Elle rentre d'Algérie et elle s'engage dans la résistance. Il y avait une cellule de résistance au sein du CNRS où elle faisait sa thèse d'ethnologie, pardon. Et malheureusement, en 1943, elle est arrêtée. Et elle va d'abord aller être emprisonnée, d'abord à la Santé, ensuite à Fresnes. Et finalement, alors vous voyez, elle va faire beaucoup de photos quand elle va être dans les Aurès. Et elle va commencer, vous la voyez là, sur son âne. Et elle était assez comique quand elle racontait, moi qui n'étais jamais, qui avait vécu une vie très citadine, quand je me suis retrouvée à devoir chevaucher ces montures qui n'en faisaient absolument que ce qu'elle voulait, ça a été très compliqué au départ. Mais l'intérêt qu'elle prenait à étudier les sociétés avec lesquelles elle allait vivre et compensait largement la difficulté de cette vie semi-nomade qu'elle avait décidé, pour laquelle elle avait finalement opté. Et puis, elle publie un premier livre, Les Aurès 1935, donc elle a un livre de photographie. Et puis, donc, la guerre arrive, et là, elle va, après le moment qu'elle passe à la Santé et à Fresnes, elle va être envoyée à Ravensbrück. Elle a écrit un livre sur son séjour à Ravensbrück, et c'est un livre absolument terrible, parce que elle, toute jeune ethnologue, se rend compte que si elle veut réussir à survivre à la violence de la vie qu'on lui impose, il faut qu'elle essaie de comprendre et qu'elle essaye de déconnecter le fonctionnement de l'univers concentrationnaire. Et elle va d'ailleurs de cette période entre 1943 et 1945, elle va sortir un livre qui, très clairement, qui s'appelle Ravensbrück, pardon, où elle explique comment elle a résisté à l'univers concentrationnaire. Et si vous voulez, elle avait une méthode de travail. Elle avait appris à penser, elle avait appris à réfléchir. Non seulement elle a décidé d'étudier comme si elle se trouvait devant un sujet, non pas de violence qu'on lui faisait à elle-même, mais comme si on la soumettait in situ à un sujet d'étude sur lequel elle allait devoir sortir quelque chose, créer une étude ethnographique. Et cette décision qu'elle a eue de regarder de l'extérieur ce qu'elle vivait de l'intérieur l'a sauvée. Alors, la seule chose, et c'est ce qu'elle a écrit, elle a écrit une phrase absolument terrible. Si j'ai survécu, c'est grâce à la colère, mais aussi à la volonté de dévoiler les crimes et d'utiliser la coalition de l'amitié. Et elle va, et c'est ce que on voit dans ce petit papier, elle va créer un certain nombre à partir de son observation, elle va créer une sorte d'opérette qui s'appelle Der Verfügbar, c'est-à-dire, c'est un terme vulgaire allemand qui se traduirait par le tir au flanc. Parce que dans les camps de travail et camps de concentration, vous aviez un certain nombre de personnes qui ont décidé qu'elles ne travailleraient pas et qu'on appelait des tirs au flanc, si vous voulez. Et
le tir au flanc, c'est celui qui, bien qu'il ne travaille pas, va devoir quand même survivre. Mais son tir au flanc, c'est une position politique. Et elle va créer une petite pièce et finalement, elle va l'écrire. Elle a un tout petit livre, elle va écrire, qui est imprimé, elle va écrire entre les lignes. Et un soir, elle va lire le texte qu'elle a écrit. Et finalement, certaines de ses compagnes vont dire, eh bien, de cela, on va faire une opérette. Et elles vont chanter, elles vont associer des chansons comme Au clair de la lune, etc. Et c'est finalement ce qui va les sauver, cette capacité de distanciation de la violence qui leur est faite, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et je vous engage à lire ce livre de Germaine Tillon. Alors un jour où vous avez le moral, hein, pas un jour où vous n'avez pas le moral, parce que même s'il y a des côtés drôles, et si vous voulez, c'est la drôlerie de la dérision, et c'est quand même assez terrible. Et puis, profondément inscrit dans les gènes de Germaine Tillon, vous avez l'étude. Et s'il y a un livre de cette extraordinaire personne qu'il faut lire, c'est Le harem et les cousins. Le harem et les cousins, c'est un livre qui, et je pense que nous sommes dans une période où il faut que nous réfléchissions intelligemment, et c'est pour ça que dans ces muses auxquelles j'ai et la maison intermède avec moi ont décidé d'offrir à ces femmes valeureuses, opté pour vous parler de Germaine Tillon, c'est qu'en écrivant ce livre, elle explique et elle détermine le problème de l'oppression et de la domination. Et comment on peut y échapper et comment seule, finalement, l'intelligence est plus forte que tout, plus forte que l'oppression et surtout plus forte que la dictature, que ce soit une dictature des hommes sur les femmes, d'un pays sur un autre pays, d'un mouvement, d'une structure. En tous les cas, il y a finalement l'intelligence. C'est ce qui ne qui ne pourra jamais être remplacé par rien. Alors pour Germaine Tillon, témoigner pour les générations futures et engager les générations futures à réfléchir et à réfléchir toujours en prenant de la distanciation, ça a été toujours le moteur de sa vie et c'est aussi la raison pour laquelle elle a écrit. Et aujourd'hui, si vous regardez un petit peu, vous apercevrez que c'est une vie qui a été tellement élogieuse que beaucoup de lycées portent son nom parce que c'est véritablement une femme qui a voulu étudier le phénomène humain et pour elle, il y avait deux choses dans ces études qui étaient extrêmement importantes. Il y avait la vérité et la justice, mais ma vérité est-elle la vérité du personnage qui est en face de moi? Et sans la justice, il n'y a pas de vérité. Et c'est ce qu'elle explique, et c'est ce que dans de nombreux écrits, elle s'est toujours appliquée à définir. Et s'il y a vraiment un livre parmi ceux que je peux vous citer, ce Harem et les cousins dont je vous parlais il y a quelques instants, eh bien, c'est véritablement celui où vous comprenez comment on peut, même sous des aspects les plus ordinaires, on peut voir les glissements qui peuvent se situer dans les rapports humains, et c'est ce auquel elle s'est toujours attachée. Alors évidemment, parmi les sujets qui pour elle ont été toujours des sujets importants, il y a eu la place de la femme. Si, quand par exemple il y a eu des lycées professionnels de filles qui ont porté le nom, et là vous avez ici des jeunes filles qui ont été des jeunes filles qui ont participé au dernier lycée portant le nom de Germaine Tillon. Elles ont tenu
à rendre hommage à la grande dame en faisant toute une série de conférences. Et si vous voulez donc aller les regarder, aller sur Internet, et vous verrez que sans arrêt, tout ce que Germaine Tillon a défendu, c'est-à-dire la place de la réflexion, la place de l'intelligence, réfléchir sur ce qu'est la vérité, ma vérité n'étant pas celle du voisin, évidemment, une fois qu'on l'aura définie, il faut se mettre à la place de celui qui est en face, parce que celui qui est en face, il a d'autres coutumes, mais qu'à la fin du compte, il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas enlever de cette hiérarchie de la vérité, c'est ce que l'on doit étudier avant de considérer comme étant une vérité. Et pour elle, la connaissance est à la recherche de la vérité. Et elle est aussi la source de la justice. Alors évidemment, tous ces écrits et toute cette droiture, tous ces enseignements que Germaine Tillon a voulu porter et graver d'abord dans ses enseignements à l'École sociale des hautes études, mais aussi dans ses livres, dans sa façon de vivre, ont fait qu'elle a aujourd'hui, elle fait partie des femmes qui ont été, dont je ne dirais pas la dépouille mortelle, parce qu'aujourd'hui, elle a sa place au Panthéon, mais le cénotaphe du Panthéon est vide, parce que Germaine Tillon avait demandé à être incinérée. Et pour autant, vous avez quand même la place, vous avez sa place, sa plaque, aux côtés de Geneviève de Gaulle-Antoniose, qui a été une compagne d'armes de Germaine Tillon et aussi une compagne pour la durée de la vie. Et notre heure de rencontre s'achève. Peggy Guggenheim, Sonia Delaunay, Germaine Tillon. Lorsque j'ai fait ce choix, c'était un choix délibéré, parce que si ces trois femmes ont toutes les trois vécu à la fois en France, mais aussi en Europe, ce sont des femmes qui viennent d'univers complètement différents, qui ont eu des vies aussi extrêmement différentes, mais elles ont mené des vies très élogieuses, qui ont été des vies au service des autres autant qu'au service de la femme. Et c'est pour ça qu'on peut les considérer à la fois comme des muses et des exemples. Voilà, et bien j'espère que pour cette journée des droits de la femme, ces trois exemples pourront vous faire réfléchir. Excusez-moi encore de ce retard technique. Merci de votre très grande patience. Merci de votre fidélité à la maison intermède. Donc, et puis je vois que les prochains départs de Martine Desfontaines, c'est-à-dire moi, vous sont nommés: Ouzbékistan au mois d'avril, Malte et Gozo au mois de mai, et à la deuxième quinzaine de mai, une promenade à Madrid et à Tolède. Les prochains rendez-vous, les conférences, mercredi 9 mars, les quelques clés pour comprendre les Balkans. Lundi 14 mars, 10 clés pour comprendre l'art moderne, et puis des promenades culturelles. La cathédrale de la Sainte Trinité à Paris, le 14 mars, et le musée Carnavalet avec Anne-Cécile Véron, le 18 mars à 15h45. Eh bien, merci infiniment de votre compagnie, merci de votre enthousiasme, de vos compliments, de votre patience, et puis à très bientôt. Au revoir.